Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette première conférence de la journée Cap Europe 2024. J'ai le plaisir d'ouvrir cette première conférence sur la thématique être recruté au sein de l'Europe et des institutions. Nous allons avoir 3 intervenants aujourd'hui autour de cette thématique. Pour commencer, nous allons écouter Zoé Malétroit, responsable des projets européens au département de la coopération européenne et internationale, des partenariats et de la prospective à la DGAFP. Dans un second temps, nous entendrons Yanis Gazo, chargé de projets internationaux chez Christel Europe Direct. Et nous terminerons avec Laurence Heller, formatrice spécialisée dans la préparation des concours européens à l'INSP. Juste un petit inversement entre Yanis Gazo et Laurence Heller, donc on entendra en deuxième Laurence Heller et ensuite Monsieur Gazo. Je vous donne la main, Zoé, pour commencer. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Zoé Malétroit. Donc, DGAFP, c'est la Direction générale de l'administration et de la fonction publique. Donc, déjà, merci beaucoup aux équipes de la PFRH pour l'organisation de cette journée d'information. Donc, à destination des agents publics qui souhaitent effectuer une mobilité vers des postes, donc soit à dimension transfrontalière, soit européenne, soit internationale en France ou à l'étranger. Donc, ma direction, la DGAFP, accompagne depuis plusieurs années le projet Cap Europe, donc, qui est un projet précurseur qui sert à diffuser l'information et à accompagner les agents dans leur projet de mobilité européenne et transfrontalière. Donc, mon intervention va se dérouler en 3 temps. Je vais d'abord présenter l'action conduite par ma direction en soutien de la mobilité européenne et internationale des agents publics. Ensuite, je vous présenterai les principales options de mobilité européennes et internationales qui sont disponibles. Et enfin, je vous partagerai les positions statutaires en cas de mobilité. Prochaine slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, comme indiqué par Hélène Martin en ouverture de cette journée, la mobilité est depuis plusieurs années au cœur des travaux engagés par la DGAFP. Donc, au cœur des priorités françaises et de notre ministère, la mobilité européenne et internationale a fait l'objet d'amples développements lors de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, donc, qui était en 2022, et en particulier lors de la présidence française du réseau européen des administrations publiques, le réseau EPAN, également au premier semestre 2022. Donc, on avait organisé une université d'été sur ce sujet-là, notamment avec des alumni du parcours Cap Europe. Donc, au cours de celle-ci, nous avons réaffirmé notre conviction que la mobilité internationale et européenne est un avantage à la fois pour l'agent qui diversifie son parcours, développe son usage des langues étrangères, se confronte à de nouvelles méthodes de travail, mais aussi pour les administrations publiques qui envoient et qui peuvent bénéficier de ces nouvelles compétences au retour et valoriser l'expertise française ainsi que renforcer le lien avec d'autres administrations. Par contre, s'engager dans une démarche de mobilité, ce n'est pas toujours simple. Donc, eu égard de la complexité des dispositifs d'échange qui requièrent en plus l'accord des administrations d'envoi et la diversité des réglementations, notamment en matière de rémunération. Donc, pour rendre les mobilités plus attractives, ma direction travaille dans le cadre d'un chantier interministériel, donc notamment avec le secrétariat général aux affaires européennes, le ministère des Affaires étrangères, la représentation permanente de la France auprès des institutions européennes, les DRH des ministères, etc., à réduire les freins du coup, à ces mobilités. Donc, principalement, grâce à 3 leviers principaux. Donc, le premier, la communication auprès des agents et des professionnels RH pour préparer au mieux les projets de mobilité et le retour de l'agent. Donc, c'est l'objet du parcours Cap Europe, mais aussi de nos travaux en lien avec le SGAE, que je mentionnais à l'instant. À ce titre, nous avons conjointement développé un guide sur la mobilité européenne qui recense les dispositifs de mobilité existants et qui intègre des conseils pour préparer au mieux son projet de mobilité. Donc, ce guide, il est disponible sur le portail de la fonction publique du ministère. Donc, le nom de mon ministère, je ne l'ai pas précisé, mais il a changé il n'y a pas longtemps. C'est un très long nom. Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique. On n'a pas simplifié le nom du ministère, mais c'est quand même l'objectif. Donc, le guide, il sera consultable sur le stand que j'animerai cet après-midi.
Donc, les informations relatives aux solutions de mobilité, elles sont parfois difficiles à trouver. Elles ne sont pas répertoriées sur une plateforme unique. Et donc, effectuer une mobilité relève principalement d'initiatives personnelles, d'exploration des offres recensées sur les différents sites qui ont des offres. Donc, ça peut être notamment l'ESGAE, donc le secrétariat général aux affaires européennes, le ministère des Affaires étrangères, les représentations permanentes, votre gestionnaire RH ou encore la PFRH régionale. Donc, le deuxième levier, c'est l'échange de bonnes pratiques à destination des administrations et de leurs agents, donc pour les diffuser, ces bonnes pratiques RH et qui permettent d'accompagner au mieux la mobilité. Notamment, une bonne pratique, c'est le maintien du lien entre l'agent et son administration d'origine durant toutes les étapes de la mobilité. Donc, ça permet de faciliter le retour et la prise en compte des compétences acquises pendant la mobilité. Donc, c'est souvent le sujet le plus délicat au retour. Le troisième levier, c'est l'identification et la diversification des solutions de mobilité au niveau européen. Donc, par exemple, c'est le dispositif d'échange de fonctionnaires patché qui a été évoqué en ouverture. Donc, comme vous pouvez le voir, les options sont nombreuses et nous avons déjà eu l'occasion de le dire, mais mettre en œuvre un projet de mobilité peut s'avérer complexe. Donc, 3 points sont essentiels pour réussir sa mobilité européenne. Donc, quel que soit le dispositif que je vais présenter à l'instant, les différents dispositifs dans lesquels vous vous engagez. Donc, il faut savoir anticiper. Donc, c'est primordial, pouvoir préparer en amont son projet de mobilité. Donc, prendre contact avec ses responsables RH, avec l'administration d'accueil, avec les futurs interlocuteurs, prendre des cours de langue si nécessaire, préparer le dossier. Donc, toujours dans la perspective du retour. Entretenir son réseau ensuite. Donc, ça implique de garder son lien toujours, je l'ai déjà dit, mais c'est très important, avec son administration d'origine et d'effectuer à minima un point annuel pour pouvoir ensuite mettre en avant les compétences développées. Et enfin, au retour, donc, pouvoir capitaliser sur l'expérience en mettant en avant les compétences acquises. Donc, prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, ensuite, les différentes options de mobilité existantes. Donc, il existe plusieurs options pour les fonctionnaires français, celles qui permettent d'intégrer temporairement les institutions européennes et celles qui permettent d'effectuer des mobilités européennes et internationales auprès de postes ou représentations françaises à l'étranger. Donc, d'abord, la mobilité des fonctionnaires auprès des institutions européennes, 3 dispositifs principaux. On a d'abord les experts nationaux détachés, les END, donc qui sont, sauf exception, des agents de la fonction publique, titulaires ou CDIsés, le plus souvent, catégorie A ou même le plus souvent catégorie A+, et ils sont mis à disposition des institutions et des agences de l'Union européenne pour une durée qui va de 6 mois à 4 ans pour apporter une connaissance technique et de terrain sur les dossiers et le fonctionnement des institutions européennes. Donc, ce dispositif a été créé à l'initiative de la France, qui était, mais qui n'est plus depuis très peu, la première pourvoyeur d'END. Et ce dispositif est étendu à toutes les institutions et aux agences qui représentent en fonction environ 20% des postes hors Bruxelles. Donc, la deuxième option est celle des experts nationaux en formation professionnelle, donc les stages ENFP. Ce dispositif permet à des experts nationaux de se familiariser aussi avec les méthodes de travail de la Commission européenne et de renforcer les connaissances et compétences dans un domaine particulier en lien avec les expériences professionnelles et les études. Donc, cette expérience dure de 3 à 5 mois, permet d'acquérir un réseau au niveau européen et ça peut être un tremplin vers d'autres mobilités européennes. Donc, la France, elle dispose de 29 places par an. 29 places par an, déclinées en 2 sessions, et les stages sont ouverts aux agents fonctionnaires ou en CDI aussi. Par contre, un candidat qui aurait déjà fait une expérience END ou aurait déjà été stagiaire, agent contractuel dans une institution européenne ou un organe communautaire ne peut pas faire un stage ENFP. Donc, c'est toujours mieux de le savoir.
Enfin, on a les stages Erasmus jeunes fonctionnaires, donc Erasmus for Public Administration. C'est un court voyage d'études qui dure 2 semaines, quasi entièrement en anglais, et qui comprend des cours relatifs à l'Union européenne, des visites des institutions et une période d'observation au sein d'une DG, une direction générale de la Commission ou d'une autre institution, par exemple la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, j'ai moi-même participé à ce dispositif et donc en lien avec mon travail, donc la DGAFP, Direction des ressources humaines de l'État, j'ai intégré la DG HR, donc ressources humaines de la Commission européenne pour le stage d'observation. Donc, ce dispositif, il est réservé aux jeunes fonctionnaires, donc jeunes fonctionnaires entendus qui viennent d'entrer dans la fonction publique. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Et exceptionnellement aussi pour des contractuels, mais c'est surtout pour les fonctionnaires et CDI, pour permettre de mieux comprendre le fonctionnement des institutions européennes. Donc pareil, la France dispose de 9 places par an, réparties en 2 sessions annuelles. Donc pour tous ces dispositifs, les modalités de candidature et infos complémentaires sont disponibles sur le site du SGAE qui s'occupe de ces dispositifs. Dans le cas spécifique des END, pour pouvoir, donc les experts nationaux détachés, pour pouvoir candidater officiellement sur un poste proposé, il est nécessaire en premier lieu d'avoir l'accord budgétaire de mise à disposition de sa propre administration, donc de son service RH, et je reviendrai sur ce point. Et donc, si l'accord est obtenu, la candidature est ensuite transmise par le service RH au SGAE, qui transmet à l'institution concernée et à qui revient la décision. Donc, en général, c'est des positions stratégiques, d'influence. Et donc, voilà, c'est pour ça aussi que c'est cette catégorie A+, souvent, qui participe à ce dispositif. Donc ensuite, on a les mobilités européennes et internationales vers des postes ou représentations françaises à l'étranger. Donc, pour effectuer une mobilité dans une administration française à l'étranger, donc c'est hors institution européenne, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être effectuer sa mobilité au sein de son administration d'origine. Donc, la mobilité, elle s'apparente à une mobilité classique. Par exemple, c'est le cas des échanges dans le cadre d'établissements de l'enseignement supérieur. Ou encore de fonctionnaires issus du ministère des Affaires étrangères qui vont travailler dans une ambassade parce que l'ambassade appartient au ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est vraiment juste une mobilité classique. Il n'y a pas de changement de position statutaire. Ça peut être effectuer une mobilité au sein d'une autre administration. Le fonctionnaire est alors détaché de son administration d'accueil et les procédures varient selon la nature des administrations, qu'elles soient membres du réseau français ou non. Donc, dans le cas des administrations du réseau français à l'étranger, je vais aller assez rapidement là-dessus parce que c'était à la base surtout sur l'Europe. Mais donc, il y a les ambassades et les consulats. C'est important de savoir que c'est aussi possible de candidater, de postuler et de faire une mobilité là-bas. Donc, les procédures dépendent directement du MEAE. Donc, le MEE, c'est le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. Donc, il peut recruter des fonctionnaires ou des contractuels pour des postes au sein de son réseau diplomatique, consulaire et culturel, qui dépendent donc des ambassades. Les candidats sont recrutés sous CDD d'une durée initiale de 2 ans, mais qui est renouvelable. Et pour ce type de mobilité, les informations sont disponibles sur le site du MEAE ou sur le site Choisir le service public. Les institutions, il y a aussi les mobilités vers les institutions du réseau culturel français à l'étranger. Donc, par exemple, les instituts français. Par exemple, l'Institut français de Berlin, qui en Allemagne, le réseau est très, très actif. Il y a aussi la possibilité de faire une mobilité dans les organisations internationales, donc réseau hors français, OIT, OMC, l'Organisation mondiale de la santé, voilà, selon leurs propres règles de financement, oui, mais de recrutement, pardon. Et c'est aussi possible de faire des mobilités vers des administrations partenaires, donc les mobilités interadministratives dans le cadre de programmes de mobilité ministériels bilatéraux. Donc, par exemple, un dispositif d'agent de liaison entre la France et l'Allemagne, entre des ministères, ça existe. Ou encore de suivre des formations à l'étranger, donc par exemple des équivalents des instituts régionaux d'administration ou l'INSP dans d'autres États membres, par exemple la SNA, la Scuola Nazionale di Amministrazione, c'est l'équivalent INSP en Italie, donc c'est aussi une forme de mobilité. Ou par exemple le master franco-allemand MEGA, qui est dirigé par un consortium franco-allemand, donc notamment l'INSP.
Et aussi important quand même de préciser que les mobilités, ça peut être aussi dans le cadre de fonctions nationales. Donc, par exemple, dans mon cas, je suis responsable de projets européens. J'ai fréquemment des déplacements professionnels à l'étranger, donc c'est de courte durée, mais ça existe aussi. Ça peut être aussi des échanges de fonctionnaires dans le cadre de mon travail. Donc, voilà, c'est pas nécessairement partir à l'étranger pour une longue durée, mais ça peut, voilà, on peut rester en France et avoir ces expériences de mobilité. Et je termine sur la dernière slide, sur les positions statutaires en cas de mobilité. Donc, surtout, encore une fois, ne pas rompre le lien avec l'administration d'origine. Au contraire, il faut le garder, car en cas de mobilité, vous serez dans la plupart des cas soit en détachement, soit mis à disposition de l'administration d'accueil. Donc, le détachement, c'est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son corps d'origine. Il est rémunéré par l'organisme d'accueil et continue de bénéficier dans ce corps de ses droits à avancement et retraite. Donc, celui-ci est possible pour travailler au sein d'une administration française à l'étranger, donc quand ce n'est pas notre corps d'origine, pour remplir une mission d'intérêt général à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux, pour exercer des fonctions auprès d'un parlementaire européen, auprès de l'administration d'un État membre de la communauté européenne ou d'un autre État, selon l'accord sur l'espace économique européen. Il peut être de courte durée, donc 6 mois porté à 1 an pour un détachement à l'étranger, qui est non renouvelable, ou de longue durée, 5 ans maximum, avec renouvellement possible. Le détachement est prononcé par arrêté interministériel pour une durée de 2 ans et c'est éventuellement renouvelable. Ça peut être le cas d'un agent recruté sur contrat qui a réussi par exemple un concours européen, car il faut savoir que les deux statuts de fonctionnaire français et de fonctionnaire européen sont cumulables. Et enfin, le second statut possible, c'est la mise à disposition d'un agent. Donc, c'est ouvert aux agents titulaires ou contractuels en CDI. L'agent est mis à disposition et il demeure dans son corps d'origine. Il est réputé occuper son emploi. Il continue à percevoir la rémunération correspondante, ainsi qu'un éventuel complément de rémunération de l'organisme d'accueil ou une indemnisation des frais et suggestions. C'est souvent le cas à la Commission européenne pour le cas des experts nationaux détachés qui, comme leur nom ne l'indique pas, sont mis à disposition et ne sont pas en position de détachement dans le droit français. Donc, il effectue son service dans une autre administration que la sienne au profit, par exemple, des institutions européennes. Donc, c'est le cas des END que je mentionnais. Ça peut être dans un autre État membre, dans une administration étrangère, à condition que donc, le lien fonctionnel avec l'administration d'origine soit conservé. La mise à disposition, elle est prononcée pour 3 ans maximum et peut être par période de 3 ans maximum. Et les modalités sont définies dans une convention entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. Et c'est ensuite transmis avant signature aux fonctionnaires. Donc, je disais, c'est le cas, par exemple, des END. J'ai été un petit peu longue, je suis désolée, mais je suis disponible cet après-midi pour répondre à vos questions sur le stand de la DGFP. Merci beaucoup. Alors, Iba, on n'entend pas le micro coupé. On ne vous entend pas, oui. Iba. Donc, merci beaucoup, Zoé. Donc, avant de passer la parole à Laurent Seller, je te propose de te faire remonter quelques questions. Il y avait un agent qui demandait s'il y avait une limite d'âge pour certains dispositifs. Est-ce que… Pas à ma connaissance. Je peux vérifier. Donc, c'est ce que je disais, en tout cas, pour le programme pour jeunes fonctionnaires. Donc, comme c'est jeunes fonctionnaires entendus entrer dans l'administration, normalement, il n'y a pas de limitation. Alors, il y a certains cas, donc ce n'est pas l'objet, effectivement, parce qu'on parlait surtout des mobilités européennes, mais dans les organisations internationales, il me semble qu'il y a certains dispositifs où il y a des limites d'âge, mais il ne me semble pas, mais je pourrais vérifier que ce soit le cas pour les dispositifs européens. Ok, donc pour la personne qui se posait la question, peut-être que dans l'après-midi, ce sera possible de vous renseigner. Sinon, Zoé restera en contact avec vous. Une autre question, alors quelqu'un qui me demande d'envoyer les possibilités pour franchir le cap. Je suppose que la personne n'a peut-être pas encore consulté le stand. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles sur le stand en termes d'information. Et effectivement, vous pourrez vous orienter vers Zoé. Donc, je balaye encore les questions. Est-ce que certains dispositifs peuvent être
Est-ce que les salariés du privé peuvent être éligibles à certains dispositifs que tu as évoqués, ou est-ce que c'est uniquement ouvert aux fonctionnaires? Est-ce que les contractuels y ont accès aussi? Alors, normalement non. En tout cas, pour les 3 dispositifs mentionnés vers les institutions européennes, c'est prioritairement pour des fonctionnaires. Mais je ne veux pas inciter les contractuels à postuler parce qu'a priori, ce n'est pas pour les contractuels, mais il y a des exceptions. Donc, ça peut valoir le coup quand même de voir avec son administration d'origine si c'est possible ou non. Mais prioritairement, non. D'accord, très bien, je te remercie. Et j'avais une dernière question d'une personne qui est demandeur d'emploi, qui demandait quelle conférence. Alors, vous pouvez être intéressé, je pense, par la conférence, par l'intervention de Laurence qui va arriver. Et si vous êtes encore dans la tranche d'âge qualifiée de jeune, 18-30 ans, peut-être que l'intervention de Monsieur Gazeau aussi pourra vous intéresser, puisqu'il parle aussi de quelques dispositifs qui sont accessibles à tous, fonctionnaires ou pas. Donc voilà, et je regarde encore s'il y a d'autres questions. Je précise que je vais quand même vérifier pour les personnes venant du privé, pour les différents dispositifs. Si vous voulez passer cet après-midi à mon stand, j'aurai vérifié entre-temps. Très bien. J'ai une personne aussi qui me demande qu'est-ce qu'on entend par contractuel en CDI. En fait, dans la fonction publique, les agents publics peuvent être soit titulaires, donc ils ont passé un concours, ils ont été titularisés, soit en contrat. Et donc le contrat, ça peut être un CDD ou un CDI. Et bien souvent, je pense que c'est plus facile d'investir dans quelqu'un qui est en CDI que quelqu'un qui est en CDD. Voilà, je ne sais pas. Alors, je vais préciser que donc effectivement, on peut être recruté sur contrat ou en tant que titulaire. Normalement, la règle, c'est qu'on recrute sur contrat lorsqu'on n'a pas assez de candidats et on n'a pas de candidats adéquats par un titulaire, quand il n'y a pas un titulaire, pardon, qui postule à ce poste, et on ne peut pas aller au-delà de 6 ans de contrat. On est obligé de CDIser l'individu s'il est sur le même poste. Voilà, c'est 3 ans renouvelables. Au-delà de 6 ans, c'est obligatoire qu'il soit CDIsé. Donc, c'est ces personnes-là dont on parle quand on dit un agent contractuel, enfin CDIsé. Voilà. Très bien. Encore une question, il y en a beaucoup, c'est bien, ça intéresse. Comment formuler une demande pour participer à Patché? Alors, Patché, c'est particulier parce que c'est les administrations qui remplissent des dossiers pour le compte de leur administration. Donc, c'est pas vraiment l'agent qui va décider de partir ou non, c'est plus un porteur de projet Patché qui va ensuite aller chercher des agents dans son administration pour partir dans le cadre de ce dispositif. Ok. Est-ce qu'il y a des liens en particulier pour trouver les offres d'emploi? Alors, il y en a plein, c'est le problème. C'est qu'il y en a un petit peu trop et qu'il n'y a pas de site qui recense vraiment toutes les offres et tous les liens. Donc, voilà, nous, c'est ce qu'on essaye de faire à la DGFP. Donc, il y a le guide produit en lien avec le SGE que je mentionnais qui sera disponible sur mon stand. Mais aussi, pendant le parcours Cap Europe, DGFP, on va animer un module et on va présenter vraiment le panel à notre connaissance de tous les dispositifs de mobilité existants. Et ils sont nombreux et malheureusement, je pense qu'on n'a pas connaissance de tous les dispositifs, mais on essaye au mieux de les recenser et voilà, on les partagera en janvier ou février dans le cadre du premier module du parcours Cap Europe. Très bien, merci. Et je vais prendre une dernière question. Après, pour les autres, je suis vraiment navrée. Vous pourrez vous orienter vers Zoé ou lui écrire encore peut-être ce matin par le chat si elle veut bien répondre à ceux qui n'ont pas pu répondre tout de suite. La dernière question, c'est est-ce que les agents de la fonction publique territoriale peuvent accéder à ces dispositifs? Alors, oui, il faudra que je vérifie en détail lesquels sont bien accessibles à la territoriale, mais normalement, oui.
pareil, je vérifie, j'invite la personne qui pose la question à me la reposer cet après-midi et j'aurai des réponses plus précises. Très bien. Je demande pardon encore à ceux qui ont posé des questions et on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. On est un peu limité par le temps. Je vais devoir donner la parole à Laurence pour la suite. En tout cas, sachez que vous pouvez écrire à Zoé déjà dans le chat. Elle pourra vous répondre cet après-midi si elle n'a pas la possibilité de le faire ce matin. Donc, on va pouvoir passer à la deuxième partie. Merci Yanis. Merci Laurence. Donc, je te donne la parole. Parfait, merci beaucoup Iba. Donc bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je tiens à remercier la PFRH de l'organisation, enfin pour l'organisation de cette journée. Donc je suis Laurence Seller, je suis formatrice spécialisée dans la préparation aux concours européens pour l'INSP, donc l'Institut national du service public. Et l'objectif de cette courte présentation, ça va être de vous donner un aperçu de toutes les voies possibles pour intégrer les institutions de l'Union européenne et plus particulièrement la Commission. Donc évidemment, j'imagine que vous aurez beaucoup de questions, mais évidemment, comme Iba vous l'a indiqué, on a peu de temps, donc n'hésitez pas à venir nous voir cet après-midi. Je serai avec ma collègue Solène Debar sur le stand de l'INSP, donc venez poser toutes vos questions. Donc, voilà, comme on va passer à... Merci beaucoup. Donc, comme je n'aurai pas le temps de tout détailler, je vais centrer ma présentation sur 3 voies d'entrée. Donc, la voie des stagiaires. Donc, on parlera un petit peu des stages. Je reviendrai un petit peu plus longuement sur les stages par la suite. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 types d'agents qui suivent donc le statut de stagiaire sur la diapositive. Donc, agent contractuel, agent temporaire et intérimaire. Donc, ce sont des contrats à durée déterminée et je parlerai plus spécifiquement du statut d'agent contractuel dans ma présentation. Ensuite, vous avez donc comme porte d'entrée et la possibilité donc de travailler pendant un temps limité le statut d'expert national détaché. Donc Zoé en a parlé pendant sa présentation. Et enfin, le statut de fonctionnaire européen. Et on reviendra aussi sur ce statut un petit peu plus longuement. Alors, donc, la première voie d'entrée, c'est bien entendu effectuer un stage. Alors, souvent, quand on pense à effectuer un stage, on pense principalement aux jeunes diplômés. La plupart des stagiaires de la Commission, mais aussi des autres institutions entre 22 et 30 ans. Mais il est important de noter qu'il n'y a pas de limite d'âge. Donc ça, c'est vraiment important et qu'à partir du moment où vous répondez aux autres contraintes d'éligibilité, vous pouvez tout à fait postuler pour un stage. Alors, il y a 2 types de stages sur lesquels vous pouvez candidater. Donc, les offres régulières. Donc, les offres régulières, ce sont surtout les stages Blue Book et donc l'emblématique Blue Book et puis aussi le stage Robert Schuman. Donc, le stage Blue Book, ça concerne vraiment la Commission européenne. Le stage Robert Schuman, le Parlement européen. Et ça, vous avez des campagnes de recrutement qui sont cycliques. Donc, 2 fois par an, vous pouvez postuler pour ces stages. Ensuite, en termes d'offres régulières, mais aussi d'offres ponctuelles, évidemment, vous pouvez retrouver des offres de stage dans toutes les agences de l'Union européenne, dans tous les organes. Et ça, vraiment, il y a des sites, dont le site EPSO, qui vous donne toutes ces offres de stage auxquelles vous pouvez postuler. Juste pour information, en ce moment, il y a des offres de stage au comité des régions et au centre commun de la recherche. Donc, si ce sont des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à consulter le site EPSO.
Ensuite, la deuxième voie d'entrée, c'est devenir contractuel à la commission. Alors, comme je l'ai indiqué tout au début, il y a donc de différents types d'emplois avec des contrats à durée déterminée. Donc, il y a le statut de contractuel qui est différent aussi du statut d'agent temporaire. Alors, c'est quoi la grande différence? C'est que pour devenir contractuel, vous allez donc répondre à une manifestation d'intérêt donc qui est publiée sur le site d'EPSO. Et cette manifestation d'intérêt sur laquelle vous allez répondre, vous allez avoir des domaines très, très variés. Donc, ça peut être le domaine de la communication, ça peut être le domaine des ressources humaines, le domaine du bâtiment, ça peut être aussi le domaine de la traduction. Et là, vous répondez non pas à une offre spécifique, mais vous répondez, donc, vous postulez sur un domaine et vous postulez sur des tâches spécifiques. Donc, vous voyez sur ma diapositive qu'il y a 4 groupes de fonctions. Un groupe 1, un groupe 2, un groupe 3 et un groupe 4. Donc, ces groupes de fonctions, pour ces groupes de fonctions, vous n'allez pas avoir les mêmes tâches et vous n'allez pas avoir les mêmes exigences. Quand je dis exigences, c'est par rapport à un diplôme. Par exemple, pour les fonctions de type 1, on va vous demander, par exemple, d'avoir l'équivalent d'un baccalauréat. Pour les tâches de type 4, ça va être plutôt l'équivalent d'un master. Donc, voilà pour vous donner une idée. Alors qu'agent temporaire, ça va être, vous allez vraiment candidater sur un poste spécifique. Donc, ça veut dire quoi devenir contractuel à la commission? Donc, vous répondez à une manifestation d'intérêt. Vous allez donc passer des épreuves. Là, vous voyez un petit peu la procédure, comment elle se déroule. Donc, c'est une procédure qu'on appelle la procédure CAST. Vous candidatez en ligne. Vous avez d'abord une présélection par les services recruteurs et ensuite vous êtes invité à passer les tests de raisonnement cognitif. Donc ces tests, j'en parlerai un petit peu plus par la suite, puisque ce sont les mêmes tests que ceux qui sont passés pour les personnes qui veulent devenir fonctionnaires européens. Donc, les tests de raisonnement cognitif, donc vous aurez, donc dans l'ordre, donc vous postulez sur la plateforme, vous êtes présélectionné, vous recevez une invitation, vous passez les tests. Une fois que vous avez passé ces tests de raisonnement cognitif, vous serez invité, donc si vous avez réussi ces tests, à un entretien. Donc, pourquoi c'est quelque chose qui est voilà, une porte d'entrée parce que, vous voyez que vous avez un contrat qui peut être de 6 à 12 mois et qui est renouvelable jusqu'à 6 ans. Et ça vous permet aussi de passer un concours interne au bout de 3 ans. Donc, au bout de 3 ans, vous avez la possibilité de passer un concours interne pour devenir fonctionnaire européen. Donc voilà, donc on peut passer. Alors la troisième possibilité, évidemment, enfin une des 3 possibilités pour devenir, enfin pour intégrer une institution européenne, c'est de devenir fonctionnaire européen. Alors, comment ça se passe? Comment on devient fonctionnaire européen? Eh bien, on participe à un concours. Alors, il y a 2 types de concours. On a les concours qu'on appelle spécialistes et puis on a aussi les concours généralistes. Alors, la grande différence entre ces 2 concours, c'est qu'évidemment, les concours spécialistes s'adressent à des personnes qui ont une expérience professionnelle dans un domaine spécifique, alors que les concours généralistes s'adressent à toute personne possédant l'équivalent d'un bac plus 3, donc une licence. Donc voilà la grande différence. Donc là, sur la diapositive, vous avez donc le nouveau format des concours EPSO qui se déroule, donc tous les concours pour devenir fonctionnaire européen sont organisés par EPSO. Donc en plusieurs étapes, vous avez d'abord la publication de l'avis de concours. Et puis, vous allez donc avoir cette épreuve de raisonnement cognitif, donc la même épreuve qu'on retrouve pour la procédure CAST. Donc là, vous la retrouvez pour les concours.
Et ensuite, suivant le type de concours que vous allez passer, vous n'allez pas avoir le même type d'épreuve. Donc, si vous passez un concours spécialiste, vous allez avoir une épreuve de QCM dans le domaine. Si vous passez un concours généraliste, ça va être un QCM en lien avec vos connaissances sur l'Union européenne. Si vous passez le concours généraliste, vous aurez aussi un QCM de compétences numériques. Donc ça, c'est la grande nouveauté de ce modèle de concours. Et puis, pour tous les candidats, donc quel que soit le concours, vous aurez une épreuve écrite. Donc, chose très, très importante, vous pouvez passer les concours autant de fois que vous voulez. L'inscription est entièrement gratuite. Tout est dématérialisé, c'est-à-dire que vous vous inscrivez via la plateforme EPSO, vous passez les concours à la maison avec votre ordinateur et toutes les épreuves se déroulent le jour même. Donc, évidemment, quand l'avis de concours est publié, quel que soit le type de concours, vous avez un nombre de candidats recherchés. Et puis, évidemment, à la fin de cette procédure, vous allez avoir une liste de lauréats qui va être publiée. Donc, juste un tout petit peu plus de détails par rapport au concours. Yanis, merci. Donc voilà, donc je vous explique un petit peu plus en détail les tests de raisonnement cognitif puisqu'ils concernent aussi bien la procédure CAST, c'est-à-dire pour devenir contractuel, que pour passer les concours pour devenir fonctionnaire européen. Donc les tests de raisonnement cognitif, c'est quoi? Eh bien, vous le voyez sur la diapositive, ce sont des QCM de raisonnement verbal, de raisonnement numérique, de raisonnement abstrait. Donc, on va vous demander quelque chose de très, très différent de ce qui se passe pour les concours administratifs français, c'est-à-dire déjà, ce sont des QCM. Et puis, donc, on va vous demander, par exemple, pour le QCM de raisonnement abstrait, de trouver le diagramme qui va compléter la suite. Donc voilà, donc ça c'est pour vous donner un exemple du test de raisonnement cognitif qui est vraiment la porte d'entrée à ces concours et à la procédure CAST. Ensuite, il va y avoir donc les épreuves de sélection. Donc, des épreuves qui vont être pour le concours généraliste, le QCM de connaissance de l'UE, pour les épreuves spécifiques, le QCM dans le domaine, et puis l'épreuve écrite. Donc, vraiment, la seule épreuve qui va vous demander de la rédaction, c'est l'épreuve écrite. Donc, vous voyez qu'il y a des critères, évidemment, d'éligibilité. Il y a aussi des choix à faire par rapport aux langues, puisqu'il y a 2 langues qui sont exigées pour ces concours. Et enfin, donc, la troisième... Oups, alors, pardon. Donc, la troisième étape, donc, ça va être à partir du moment où vous êtes lauréat, ce qui va se passer, c'est que vous allez passer des entretiens. Donc, des entretiens où on va tester évidemment vos compétences et voilà. Donc, si vous êtes lauréat, il faudra être extrêmement proactif, contacter vos réseaux afin de cerner au mieux les différents postes et d'être prêt pour l'entretien. Donc voilà, donc je vous remercie. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Donc une chose importante que je voudrais vous communiquer, c'est qu'évidemment l'INSP vous accompagne pour la préparation de la procédure CAST, mais aussi pour tout ce qui concerne les concours, que ce soit les concours spécifiques ou encore les concours généralistes. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci à toi, Laurence. Alors, j'ai quelques questions. On va pouvoir prendre, comme pour Zoé, le temps de répondre à quelques questions. Le niveau attendu, j'ai vu que c'était marqué B2. Donc, c'est 2 langues en plus du français ou c'est le français plus une autre langue en niveau B2? Alors, c'est 2 langues parmi les 24 langues officielles de l'Union européenne. Donc, une à un niveau C1 et une à un niveau B2. D'accord. Donc, on peut être donc ça C1 peut être, voilà. Français, Exactement, peut être C1 et plus. Si, par exemple, voilà, sa langue maternelle, c'est le français, on est
C1 et plus, on est plutôt C2 d'ailleurs, et puis une langue autre parmi les 24 langues. Très bien. Est-il possible de devenir contractuel européen via la procédure CAST si l'on est fonctionnaire? Alors, tout à fait, vous pouvez évidemment postuler sur une procédure CAST. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que alors, souvent, ce n'est pas immédiat par rapport à cette procédure. Ça peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre parfois plusieurs années. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à aller voir le site EPSO, à aller lire les manifestations d'intérêt qui sont déjà publiées et à postuler, puisque, encore une fois, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Très bien. Alors, j'ai une question. Est-ce que les postes de fonctionnaires européens sont tous basés en France, à Paris? Alors, ils sont pour la plupart basés à Bruxelles. 80% des postes sont basés à Bruxelles. Il y a des postes évidemment à Strasbourg. Il y a des postes un petit peu partout dans l'Union européenne, mais il faut savoir que la majorité des postes sont quand même à Bruxelles. Est-ce que les candidats étrangers, par exemple Afrique du Nord, peuvent être admissibles à ces concours? Non, ce n'est pas possible puisqu'il faut être citoyen de l'UE pour participer aux procédures CAST et au concours européen. À quelle fréquence sont publiés les avis de concours? Alors ça, c'est une excellente question. Alors pour tout ce qui est manifestation d'intérêt, donc il y en a qui sont en cours. Il n'y a pas de date limite pour postuler. Pour les cours, là, il y a encore une fois, c'est le site EPSO qui publie les avis de concours et c'est très très variable. Il n'y a pas de cycle comme il peut y en avoir dans la fonction publique française avec la publication d'un concours généraliste par an, par exemple. C'est vraiment très très variable. C'est en fonction des besoins des différentes agences, de la commission. Donc là, en ce moment, il y a le concours recherche qui est un concours qui est en cours. Et d'ailleurs, nous animons avec ma collègue un webinaire sur ce concours recherche ce vendredi 15. Donc, j'en profite. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire via notre page LinkedIn ou notre site internet. Donc, voilà. Donc, ce sont des concours, la plupart pour des administrateurs. Donc, pour l'équivalent de poste A. Et il y a aussi des postes AST, donc des postes d'assistants, donc plus là l'équivalent de catégorie B. Alors, une question, mais vraiment tu réponds oui ou non. Est-ce que le concours a une durée de validité? Alors, ça dépend aussi. Alors, à ce moment-là, j'invite la personne à venir. Voilà, à venir nous voir sur le stand. Et je passe, je vais pouvoir passer effectivement la parole à Yanis Gazo pour la suite. Je suis encore navrée pour ceux qui ont posé des questions et qui n'ont pas de réponse tout de suite. Vous aurez une réponse. Vous pouvez déjà écrire dans les conversations avec les différents intervenants ou passer dans le stand cet après-midi. Voilà, Yanis, c'est parti. c'est à vous. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Yanis Gazo. Présentation très très rapide. Donc je travaille pour une association qui est basée à Nancy, qui fait la promotion des dispositifs de mobilité en règle générale et qui accompagne sur un en particulier dont je vais vous parler. Puisque mes collègues ont aussi évoqué certaines choses, notamment d'Erasmus pour la fonction publique. Je vais passer rapidement en fait sur certains dispositifs et je vais m'attarder un peu plus sur d'autres, en sachant aussi que vous pouvez très bien venir sur mon stand, notre stand, pour avoir des informations supplémentaires. Aussi parce que en fonction des dispositifs, on a aussi des critères de sélection différents, avec des âges limites, avec des compétences limites, etc. Donc, on pourra voir ça ensemble et plus spécifiquement avec ceux que ça intéresse. Donc voilà, je vous ai parlé un petit peu rapidement de ce qu'on fait. Nous, on est une structure d'accompagnement sur la mobilité. On est aussi Centre Europe Direct. Alors, il n'y a pas que nous en France, hein.
Il y a tout un tas de structures et d'organismes associatifs en France qui accompagnent sur la mobilité internationale. Donc, vous n'êtes pas obligé de venir à Nancy spécifiquement pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Il y a un réseau quand même assez conséquent en France de partenaires qui font ça. Et on est aussi Centre Europe Direct, donc ça parlera peut-être à ceux qui sont dans le monde de la Commission européenne et du Parlement. Donc on fait aussi de l'information et on délivre de la documentation sur l'Europe, sur l'Union européenne et notamment on intervient dans pas mal d'établissements scolaires aussi pour parler de citoyenneté européenne. Voilà. Donc je passe aussi un peu rapidement là-dessus puisque Zoé en a parlé. Bien sûr que de partir, c'est enrichissant à tout point de vue et d'autant plus sur des activités un peu alternatives dont je vais vous parler un petit peu, qui n'impliquent pas nécessairement un développement professionnel dans le sens où on va pas comment dire ça? On a aussi d'autres formes de mobilité qui peuvent aussi permettre un enrichissement plus personnel et un engagement un peu plus personnel sur certains aspects. Donc, je vais passer rapidement sur l'Erasmus, puisque Zoé en a parlé et puis Laurence a évoqué aussi le programme de mobilité. Mais en tout cas, sachez que pour ceux qui sont inscrits dans des établissements et peut-être moins dans des ministères, il y a effectivement la possibilité de partir avec des programmes, des projets Erasmus. Alors souvent qui doivent être définis conjointement. C'est une collaboration, c'est un partenariat qui doit se faire. Oui, c'est une collaboration qui va se faire entre établissements. Donc, avoir pour ceux qui sont inscrits dans des établissements spécifiques, et j'entends aussi pour les personnes inscrites dans le secteur jeunesse et dans le secteur enseignement. Là, bien entendu, avec le domaine Erasmus Jeunesse et Sport, on a quand même vachement plus de possibilités, tout simplement. Donc, à voir ce que l'établissement peut proposer, mais en tout cas, ça peut permettre aux enseignants, aux formateurs, aux professionnels et aussi, je ne vais pas trop l'évoquer, mais sachez qu'on a bien sûr Erasmus dans le cadre du sport. Donc tout dépend en fait d'où vous venez, mais il y a des possibilités, certaines pour faire comme l'a évoqué rapidement sur, Zoé sur, le Erasmus avec les jeunes fonctionnaires. On peut, partir en stage, on peut partir aussi en formation et en séminaire. Je vais en parler un petit peu, rapidement avec le programme Salto et on peut aussi avoir des programmes d'échange pour, notamment, découvrir des pratiques à l'étranger, revenir avec une boîte à outils un peu mieux fournie. Voilà. Hem Les possibilités, en tout cas, bien entendu, sont dans tous les programmes, dans tous les pays membres de l'Union européenne, pardon, pour Erasmus, avec des pays partenaires que vous avez sous les yeux. Ces échanges peuvent durer entre 2 jours pardon, et 2 mois. Tout va dépendre, encore une fois, du programme. C'est pour ça que je reste un petit peu vague, mais ça peut très bien être un jour de formation, comme quelques semaines, voire 2 mois éventuellement, si le projet le permet et si vous pouvez, être mis à disposition pour partir autant de temps. Donc ça, bien entendu, on pourra voir en détail aussi, au stand si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires. Mais il y a tellement de possibilités différentes que je me dois de rester un peu vague. Bien entendu, qui dit Erasmus dit aussi soutien, et prise en charge. C'est ça qui est intéressant dans le programme. Donc en fonction du programme hem, dont vous pourrez bénéficier, vous aurez une prise en charge partielle ou totale. Tout dépend encore une fois du projet, qui permettra en fait de, couvrir en tout ou partie, le temps de formation, le temps d'échange de pratiques, ou le temps de visite. Pour trouver des partenaires, là, on peut aussi, parler de ceux qui voudraient éventuellement monter un programme d'échange
ou pas, ou un programme tout simplement de séminaire ou de recherche de partenaires. Vous avez ces sites-là pour faciliter vos recherches, mais encore une fois, on pourra en discuter un peu plus profondément. Et là, pareil, on verra ensemble. Mais voilà, tout dépend en tout cas de ce que vous voulez monter comme projet. Ça peut être quelque chose de très succinct ou quelque chose de plutôt moyen ou long terme. Dans le secteur en tout cas jeunesse et sport et éducation des adultes, on a des projets qui peuvent aller jusqu'à 24 mois avec des collaborations, transfrontalières, où, voilà, on peut avoir au moins 2 pays différents et ça peut monter jusqu'à des consortiums, avec, plus de 4-5 pays pour les consortiums et donc avoir des projets d'échange assez conséquents. Autre programme et c'est celui-là sur lequel, c'est ce programme sur lequel je vais m'attarder un petit peu. Bien entendu, gardez à l'esprit que dans le cadre de la mobilité, comme l'a dit Zoé et c'est très bien qu'elle ait parlé du guide, c'est bien de regarder les guides puisqu'il existe beaucoup de choses qui peuvent être, plus pertinentes que d'autres en fonction de votre situation. Donc voilà, moi je vous en présente quelques-uns, mais il y en a tout un tas d'autres qu'on pourra aussi voir sur les stands, pas que le mien. N'hésitez pas à revenir après. Donc pour ceux qui seraient, en capacité de se servir de ce programme-là et par capacité, j'entends qu'on n'a pas beaucoup de critères, de sélection, mais vous devez rentrer dans les 18-30 ans, en tout cas et vous devez être, citoyen d'un pays de l'Union européenne. Peu importe le pays, mais en tout cas, vous devez être citoyen. Ce programme-là, c'est un programme qui peut vous faire partir dans toute l'Union européenne et pays partenaires, on va voir précisément où, de 2 semaines à 2 mois ou de 2 mois à 1 an. Ce qui est intéressant avec ce programme, c'est que d'une part, on peut moduler les temps de mobilité comme on le souhaite en fonction de la mission qu'on va trouver. C'est-à-dire que si vous êtes salarié, si vous pouvez pas vous libérer 1 an pour partir en volontariat, en Hongrie, bah, c'est pas grave. On peut aussi trouver des missions de court terme, de minimum 2 semaines. On a déjà fait partir quelques jeunes sur des missions de 2 semaines l'été entre 2 années de cours, par exemple, parce qu'il y avait que ce temps-là de disponible. Mais c'est tout à fait quelque chose qui pourrait être, mis en place aussi pour des salariés sur des semaines de congé, par exemple. Alors, je ne vous invite pas à quitter votre travail pour partir en volontariat, mais en tout cas sur des temps de congé, ça peut très bien se faire. Et que vous le sachiez aussi, on peut moduler ces temps comme on le souhaite, c'est-à-dire qu'on a 1 an maximum d'utilisation, avec ce dispositif-là. Mais vous pouvez très bien, voilà, vous prendre 2 semaines ou 1 mois telle année et utiliser le reste jusqu'à vos 30 ans. Il n'y a pas de limite là-dessus. Donc voilà pour les pays partenaires, vous avez tous les pays de l'Union européenne et tous les pays, partenaires en jaune et en rouge. Bien entendu, on va éviter de vous faire partir dans les pays en conflit, hein, ça va de soi. Donc ça limite un petit peu plus, mais en tout cas, vous avez tous ces pays-là, pour partir, sans le Royaume-Uni évidemment et sans la Suisse qui n'est pas partenaire de pas mal de programmes, Erasmus et de l'Agence du service civique. Donc très rapidement, on est aussi sur des thématiques très, très variées. Vous pouvez très bien vous positionner sur de la protection de l'environnement, sur, du travail avec des publics en difficulté, avec, des personnes âgées, dans du périscolaire, avec du public, sans abri par exemple. On a un jeune qui travaille en Italie dans une asso, auprès de femmes dans la prostitution et de sans abri. On a aussi une jeune à Vilnius en Lituanie qui est dans un refuge pour animaux. Donc voilà, on a des extrêmes, mais qui permettent aussi d'avoir une diversité d'offres, qui peut aussi correspondre à ce que vous attendez.
La deuxième chose qui est aussi très importante avec ce dispositif, et c'est ce pourquoi je vous en parle, c'est que tout est pris en charge. Peu importe le temps de mobilité, peu importe l'âge durant la mobilité, que vous fassiez 2 semaines ou 1 an, du premier jour de la mobilité au dernier jour, tout est pris en charge. Et par ça, j'entends l'aller-retour. Vous avez un forfait de nourriture et un forfait aussi d'argent de poche sur place. Si vous partez sur du temps long aussi, vous aurez un soutien linguistique et un soutien de mobilité. Donc un abonnement de bus, de métro, de tram. Et vous aurez aussi un soutien, un accompagnement, puisque vous avez une obligation d'avoir une structure d'envoi et une structure d'accueil. Donc vous êtes suivi pendant tout le temps de mobilité. Voilà, très rapidement, pour vous montrer aussi tous les jeunes qu'on a pu envoyer et les partenariats qu'on a pu développer. Et encore une fois, ça, c'est nous qui avons ces partenariats-là. Il y a tout un tas de structures en France qui font exactement la même chose et qui ont développé des collaborations à l'étranger. Pour retrouver l'émission, c'est très simple, mais on le verra ensemble. C'est ce site-là, c'est le portail européen de la jeunesse, le European Youth Portal, où vous allez retrouver toutes les missions, toutes les opportunités, et bien entendu aussi sur le site de l'Agence du service civique et de l'Agence Erasmus+ française, qui vous permet de revoir aussi tous les projets et tous les programmes Erasmus, mais aussi tout le programme du Corps européen de solidarité. Vous avez de toute façon ces liens-là aussi sur notre stand, donc vous pourrez les retrouver après. Il y a aussi tout un tas de dispositifs dont je n'ai pas parlé là aujourd'hui, mais qui existent dans le cadre du volontariat, de l'humanitaire ou de programmes un peu plus alternatifs comme du PVT, du backpacking, du woofing. Tout un tas de choses qui pourraient vous permettre de partir soit à moindre coût, soit plus ou moins libre, soit plus encadré avec des thématiques plus public en difficulté ou plutôt protection de l'environnement. Tout dépend en fait de ce que vous recherchez dans la mobilité, mais il existe tout un panel de dispositifs qui permettent de partir très facilement, soit dans le cadre professionnel, soit dans le cadre plutôt informel. Donc ça va encore une fois dépendre de vos attentes. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Yanis pour cette intervention qui complète les autres et qui a dû répondre aux besoins d'un autre public que peut-être les fonctionnaires qu'on a vus tout à l'heure. Alors, je vais me permettre de te faire parvenir une question sur le stand. Donc, il y a plusieurs liens, plusieurs documents. Il y a une personne qui me dit qu'il y a un guide qui date de 2019. Est-ce que c'est toujours celui qui est effectif ou est-ce qu'il y en aurait un nouveau peut-être qui est sorti entre-temps? Il faudra voir de quel guide on parle, puisqu'il y a pas mal de guides qui sortent. J'en connais un de 2019, c'est celui de la DGAFP, du SGAE, mais est-ce que c'est celui-là? Je ne sais pas. Voilà, il y en a d'Erasmus, il y en a de ESN, il y en a aussi des régions parfois qui sont éditées ou de structures. Il y a le Alors, peut-être centre... que la personne, elle parlait du guide de la DGAFP. D'accord. Donc Zoé, c'est la dernière version. Oui, tout à fait, oui. Qui normalement est encore à jour, bien que par exemple il y ait d'autres dispositifs tels que Patchet qui se soient ajoutés, mais encore une fois, comme je le précisais, c'est pas l'agent qui peut lui-même postuler pour l'échange, donc mais on pourra en rediscuter pareil cet après-midi au besoin. Très bien, merci. Je vais reprendre aussi une question qu'on avait tout à l'heure pour les personnes qui sont accompagnées par leur service RH ou par leur conseiller, que ce soit en mission locale, conseiller en Pôle emploi, France Travail, pardon, conseiller APEC ou autre. Ils n'ont pas forcément connaissance effectivement de tout ce qui existe. En tout cas, l'important, c'est que vous fassiez cette démarche, qu'il y ait des journées comme aujourd'hui pour vous renseigner. Donc, pour ça, je vous félicite, c'est vraiment bien. Et nous, on essaye de relayer, enfin, on relaye en fait au maximum auprès des CMC de tout le Grand Est pour les agents de la fonction publique d'État. On va vraiment essayer
continuer à faire diffuser en fait toutes ces informations-là. Donc voilà, en tout cas, bravo d'être là aujourd'hui. Bravo aussi pour ceux qui viendront encore cet après-midi. Yanis, j'ai encore une dernière question pour toi. Lorsqu'on parle d'argent de poche, y a-t-il une fourchette? Oui, c'est une fourchette qui va dépendre du coût de la vie sur place dans le pays. Donc, ça va varier en fonction d'où vous allez partir. En Macédoine, on peut avoir environ 5 € par jour, peu importe les jours travaillés ou non, c'est du premier jour au dernier jour. Au Danemark, on tourne plutôt autour de 12 €. Mais ça ne veut pas dire qu'on mange mieux et qu'on vit mieux au Danemark, c'est tout simplement que le coût de la vie est plus élevé. Très bien. Et une dernière question, pareil, si tu peux répondre en oui, non, sinon c'est direction le stand cet après-midi. Dans le cas d'une personne en situation de handicap, est-ce que la limite d'âge peut être remontée à 40 ans? Non. Non. Ok, voilà. Donc la personne a sa réponse. Je te propose de passer à la dernière slide. Voilà, donc la conférence se termine. Je vous propose de vous connecter à la prochaine conférence, donc travailler en zone transfrontalière et à l'étranger. Vous y retrouverez France Travail et l'Euro-Institute pour parler en fait de l'interculturalité, de comment préparer son projet, etc. Donc voilà, bonne conférence à vous, bonne journée à vous, et puis à très bientôt sur le stand, probablement cet après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.